Ce sont d'anciennes gravières, riches en carpe, mais dans la région grenobloise. D'ailleurs, il y a encore une gravière en exploitation. Ça va faire un peu de bruit, mais ça ne dérange pas les carpes. Hein. On va pêcher plus particulièrement dans celle-ci. Bon, c'est la plus petite des trois. C'est environ 2 hectares, avec un cadre magnifique, avec en toile de fond la chaîne de Beldon, avec champ rousse. C'est très beau, avec la luminosité, ça va être parfait. Bon, c'est une gravière qui fait environ 2 hectares, comme je disais, qui a une dizaine de mètres de profondeur. Et a priori, elle est peuplée de grosses carpes. Mais alors là, sur cette berge-là, il y a 3-4 places qui sont très bonnes. On va peut-être, je sais pas, on va faire peut-être une américaine. Tu pêches avec moi, Christophe, on va se mettre sur cette place. Et puis Salvatore, la place d'après est très bonne, en pêchant sous l'arbre aussi. C'est un très bon poste. Hein. Comme ça, on n'est pas très éloigné. Hotspot. Hotspot. Ok? Ok. Allez. Depuis que je me suis mis à pêcher ces carpes avec ce matériel très léger, il y a même des carpistes qui ont fait l'essai parce que ça fait une sensation bien plus importante de prendre une carpe avec un matériel aussi léger que de le prendre avec un matériel type carpe. Ça peut être aussi un complément de technique aussi. Ça peut être un complément de technique pour un carpiste, c'est clair, qui installe sa batterie pour quelques jours et qui plutôt que de patienter, peut faire un coup en bordure avec une canne au cou. Et c'est sûr que ça peut être un complément de technique. Alors dans ce genre de pêche, Christophe, on va utiliser le repose canne. Hein, parce que de temps en temps, bon, on va pas avoir autant de touches que si on pêchait la blette, c'est évident. Le fait de ne pas tenir la ligne, quelquefois, ça peut déclencher les touches, d'être complètement immobile. Donc on va poser à ce moment-là la canne sur les supports. Voilà. Alors on va installer une desserte. Dans ce genre de pêche, où on va amorcer sans arrêt à la fronde, il faut absolument avoir toutes les èches à portée de la main. Donc la meilleure solution, c'est une desserte qu'on règle à hauteur. Christophe, le plus important pour ce genre de pêche, une bonne baguette bien fraîche. Ouais, pour faire des sandwichs? Non, pour le sandwich pour les carpes. Ah bon? Pour le sandwich pour les carpes, ouais. Non, faut pas le manger. Et les pellets, et le maïs. Mais c'est le pain, tu verras, le plus rentable. Bon, je pense qu'on est prêt. On va pouvoir faire la ligne. Bon, Salvatore, on va faire la première ligne. Hein. Ah oui. Allez. Très bien. Tiens, tu viens, on va se mettre là. J'ai posé le kit. Voilà. Alors, comme dans n'importe quelle ligne, des plombs, des hameçons, du silicone pour fixer le flotteur, un nylon bien sûr, bon, 2-3 outils et quelques flotteurs. Voilà. Alors, des flotteurs un petit peu particuliers par rapport à ce qu'on utilise d'habitude. Hein. Des flotteurs avec grosse antenne plastique et Starlight pour la nuit. Donc, cette forme-là. Une forme un petit peu plus allongée aussi, toujours avec la même optique. Grosse antenne plastique pour la journée, voire micro Starlight pour la nuit. Sinon, ensuite, des flotteurs avec antenne porteuse. Pour le cas où on doit pêcher avec des èches un peu volumineuses et pas pêcher sur le fond. Donc si on met une antenne normale, le poids de l'èche va faire couler le flotteur. Voilà. Et ensuite, troisième type de flotteur, avec le nylon qui traverse complètement le corps du flotteur et qui sort en haut de l'antenne.
Donc ici, il sort en haut de l'antenne en traversant aussi l'antenne et le corps du flotteur. Et ensuite, on met la quille. Et celui-ci, il traverse complètement le flotteur par lui-même. Ensuite, on enfile la quille. Et il sort ici, au sommet de l'antenne, par l'œillet. C'est deux systèmes différents pour arriver à la même chose, c'est-à-dire pêcher avec très peu de fond. Hein, avec 1 mètre, 1,50 m de fond, dans l'optique où, si on rate la touche, bah, que la ligne... Pour éviter l'emmêlage. Voilà, pour éviter l'emmêlage, la ligne est toujours opérationnelle. Tu vas monter la ligne. Hein. On va pêcher ici, on a l'espoir de prendre des gros poissons, donc là on va pêcher à l'extrême. Le nylon le plus gros qu'on peut utiliser sur les cannes que l'on met en œuvre, du 22 centième 5. Hein, avec une résistance de 5,4 kg. Donc voilà, tu prends ce nylon. Au niveau flotteur, 4 mètres, 4 mètres 50 de fond, on pêche relativement léger, 0,75 g. On va utiliser celui-ci. Voilà. Là, je te laisse faire. Là, rien de bien particulier. Hein. C'est exactement un montage classique. complètement classique, si ce n'est que le nylon est plus gros. Un petit conseil sur ce genre de pêche, choisir des silicones un peu plus épais que de coutume, qui ne soient pas coupés par la traction énorme qu'exercent les grosses carpes sur la ligne. Alors toujours 3 silicones pour que donc tu fais bien, très bien, pour que le nylon soit bien tenu le long de la quille. Un qu'on va remonter jusqu'au corps du flotteur, un au milieu et un qui va légèrement dépasser la quille pour éviter que ça ne s'embrouille. Et voilà le flotteur parfaitement monté. Bon, maintenant on va passer au plombage. Donc 0,75 g, on va mettre 4 plombs numéro 5 et un plomb numéro 8 et on devrait être à peu près là. Hein. On finira l'équilibrage en allant tremper la ligne dans l'eau. Donc 4 plombs numéro 5. Dans ce type de pêche, c'est encore plus évident, mais il faut le faire dans toutes les autres pêches aussi. Même sur des poissons plus modestes, on va serrer les plombs, on va les faire remonter et ensuite on va détruire, on va couper la partie de nylon sur laquelle on a fait le pré-serrage des plombs. Parce que inévitablement on l'aura meurtri et inévitablement ça risque de casser dès qu'on attrape un poisson. Voilà, l'équilibrage. Parfait. Quasi parfait, oui, on va un petit plomb de 8 et ça sera terminé. Je vous rappelle qu'on va pêcher des carpes, donc faut pas un équilibrage avec un flotteur quasiment coulé. Hein. Là, il faut que l'antenne sorte bien, qu'il y ait quand même un peu de portance pour les éches. Hein. Bon, alors, on va mettre le dernier plomb, l'hameçon, couper la partie du nylon qu'on a abîmé en mettant les plombs, un hameçon et la ligne sera finie. Voilà. Allez, tu remets un plomb de 8. Voilà. Maintenant, on remonte le tout. Vas-y, remonte les plombs. Donc, on voit qu'ils coulissent dur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on force un petit peu, mais par contre, ils glissent le long du nylon sans l'altérer. Et maintenant, on coupe. On se débarrasse de la partie que l'on a détériorée en mettant les plombs. Voilà. Maintenant, il nous reste à mettre l'hameçon. Ici, compte tenu des éches qu'on va utiliser, on va commencer avec un hameçon numéro 10. Voilà. Sept tours, ça suffit. Hein. Donc, montage classique. Hein. Voilà, on fait 7 fois le tour de la hampe. On repasse dans la boucle. Là, rien de sorcier. Hein. Monte un hameçon classique. Il est impératif quand même de faire passer le fil. Ah oui, mais comme dans tous les montages, hein, bien. Tous les montages, dessus la palette. À l'intérieur de la palette, voilà. Hein, il faut que pour que l'hameçon ne tourne pas quand on ferre. Sinon, le poisson ne se pique pas, bien sûr. Voilà. Et il nous reste à couper la partie sur densitaire. Alors, une petite astuce. Là, ce sont des hameçons avec ardillon. Mais pour éviter que les carpes ne se déchirent, on va écraser l'ardillon. Comme ça, on va transformer cet hameçon avec ardillon en hameçon sans ardillon. Hein. Donc, avec la pince, hop, et on écrase l'ardillon. Voilà, la ligne est finie.
va utiliser un ustensile que j'ai emprunté aux carpistes. Hein. C'est le tapis de réception, c'est très très important. Voilà, donc un tapis très épais, très rembourré, sur lequel on va poser la carpe quand on va l'avoir épuisée, pour que quand elle saute, elle ne s'abîme pas. Sinon, elle peut se faire une liaison interne et quand on la remet à l'eau, elle va crever. Hein. Donc ça, c'est plutôt un ustensile que les carpistes utilisaient, les pêcheurs ne l'utilisaient pas, mais il faut absolument avoir ça. Hein. De même qu'un sac de pesée. Si on veut peser le poisson, il faut le peser dans de bonnes conditions. Et le pesant. Voilà, avec le pesant, oui. Et un sac de pesée. Hein. Donc on va le mettre à l'intérieur et ensuite on va le peser comme ça. Donc ça, ce sont des ustensiles. C'est primordial. Primordial. Oui. Il y en a des appâts là. Là, tu as dressé la table là. Oui, mais on a différentes choses. D'abord, en gros, les grandes familles, les pellets. Et puis les èches végétales, ici le maïs, et les èches animales, les asticots. D'accord. Alors pourquoi différentes tailles? Différentes tailles de pellets, d'abord avant tout pour la précision, plus les pellets, précision d'amorçage, plus les pellets vont être gros, plus ça va être facile d'amorcer. Donc si le vent se lève, c'est mieux de grossir un peu les pellets pour rester très précis. Un autre problème aussi, plus les pellets seront gros, plus ils feront de bruit. Quelquefois les carpes réagissent au bruit, donc on a deux possibilités pour augmenter ce bruit. Soit on augmente la taille du pellet, soit on augmente l'angle de pénétration des pellets dans l'eau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va jeter les pellets beaucoup plus haut. Mais s'il y a du vent, c'est plus difficile, donc à ce moment-là, il vaut mieux augmenter la taille. Et c'est bien d'intervertir aussi, dès l'instant où on n'a pas fait d'amorçage de base à la farine, c'est bien d'intervertir des pellets, du maïs et des asticots. Sur le coup, tout en grainant toutes ces choses-là. D'accord, ok. Voilà. Ici, j'ai quelques pellets beaucoup plus gros. C'est au cas où je veux pêcher avec. On va le mettre à l'hameçon avec un élastique. D'accord, c'est les mêmes que ceux-là alors? Non, ceux-ci, ce sont des pellets mous qui, eux, vont pouvoir être piqués sur l'hameçon. Ah ouais, d'accord, ceux-là sont c'est carrément mous. C'est pas du tout pour les fronder. Ceux-là, c'est uniquement pour pêcher. D'accord, donc on peut aussi se dire qu'il y aura peut-être deux façons d'écher les granulés. Exactement. Soit on prend un dur et on le met avec un élastique sur l'hameçon, parce qu'on ne peut pas le percer, soit on utilise un mou. À ce moment-là, on le pique comme n'importe quelle autre èche. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, on peut confectionner un autre pellets avec une pâte. C'est une pâte de pellets qu'on laisse bien à l'abri du soleil dans un papier hermétique pour qu'elle ne sèche pas. Et là, on peut confectionner des boules de la taille qu'on veut, de la forme qu'on veut pour mettre au bout de l'hameçon. Ok, très bien. Alors, à noter la position des èches. Hein, je vois que tu mets tout le temps des granulés le plus proche de ta main là. Ça, c'est justement pour pouvoir les attraper facilement quand on fronde en tenant la canne de l'autre main. Hein. Donc, au pire, après quelques heures d'habitude, on n'a plus à regarder. La main tombe toute seule dans le bac. D'accord, ok. Et on amorce très facilement. Autre chose, pour obtenir cette chose-là, il faut que la table soit vraiment très haute, à hauteur le plan de travail soit à hauteur de ta main pour que tu puisses attraper les pellets ou le maïs très facilement. On peut ferrer comme ceci, donc c'est une façon optimum d'appréhender cette pêche. D'accord, ok, très bien. Voilà. J'ai oublié le pain. Ah oui, il y a du pain. Donc le pain dans un chiffon légèrement humide c'est un pain non pas pour amorcer mais uniquement pour écher. Alors ça c'est le pain rassis que tu manges pas, celui que tu as gardé 2-3 jours chez toi, non? Surtout pas, c'est le pain frais que je viens d'acheter ce matin. Le pain rassis ne tiendrait pas à l'hameçon. Donc il faut du pain frais que l'on va mettre dans un chiffon humide de manière à détremper très légèrement même la croûte et on va pouvoir soit pêcher avec la mie, soit de temps en temps même pêcher avec la croûte puisque la croûte est devenue légèrement molle. D'accord, donc le fait que ce soit du pain frais, ça va mieux tenir à l'hameçon? Tout à fait, le pain sec ne tiendra jamais. Ah, d'accord, ok, très bien. Voilà. Très bien. Et avec ça, on doit pouvoir attraper quelques carpes. Enfin, j'espère. À toi de jouer. À nous de jouer. Dans le but de pouvoir faire un amorçage d'excitation avec la fronde, donc sans arrêt, et de ne pas lâcher la canne pour être prêt si la carpe mord, il y a deux possibilités, deux façons de la tenir. Soit comme je suis en train de le faire moi-même,
c'est-à-dire coincé entre mon avant-bras et ma cuisse, soit une nouvelle méthode très astucieuse qu'emploie Christophe à côté de moi, avec un support avant qui lui permet de coincer la canne entre ses jambes et de pouvoir fronder et d'être très très près de la canne pour pouvoir ferrer s'il y a moindre touche. Voilà. Tendu. Vite, vite. Bon Christophe, je te confie ce coup, je vais voir Salvatore. Hein. C'est bien Salvatore. Tu peux nous dire avec quoi tu l'as attrapé? Maïs et 2 asticots. Maïs et 2 asticots, panaché donc. Panaché. Tu étais posé sur le fond comme on avait dit tout à l'heure? Posé de 20 cm. Donc là, je dois, quand elle part comme ça, je dois la brider, c'est-à-dire tourner la canne. Fais attention, oui, fais attention quand elle part en bout de canne, tu dois baisser la canne pour la faire venir, hein, sinon elle va monter en l'air et tu as le risque de te prendre en bout de canne. Baisse la canne, baisse la pointe. Je vais me décaler parce que là j'ai peur d'être... Voilà, comme ça donc. Hein. Baisse la pointe, baisse la pointe, baisse la pointe, voilà. Eh bien là tu vois, là on se rend compte de l'élastique. Hein. Il est sorti de plus de 8 mètres à peu près, 8 mètres oui. Bien Salva, là, tu arrives bien à la brider là. Voilà, c'est tout à fait comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est-à-dire quand elle va à droite, tu mets la canne à gauche. Quand elle monte, tu mets la canne en bas. Pour ouvrir l'angle de la canne, si elle rentre, il faut reculer pour éviter de briser la canne. Hein. Voilà. C'est impressionnant quand même. Hein. Oui. Ah, elle est nerveuse. Hein. Très nerveuse. C'est ce qui me fait dire que c'est pas. Je pense pas que ce soit un poisson géant. Non. Mais un poisson très virulent. Souvent, ce sont des poissons de 10-12 kg qui font ça. Hein. Rends-lui la main, elle est trop puissante. Lâche. Laisse aller. Elle va tourner après. Hein. Maïs, tu l'as pris au maïs panaché avec l'asticot. Maïs et asticot. Maïs panaché avec asticot. Voilà, quand elle va à droite, autant que faire se peut, tu mets la canne à gauche. Et quand elle va à gauche, tu mets la canne à droite. Pour que toujours la contrer. Pas lui laisser prendre de l'élan. C'est ça le truc. C'est ce qui a failli arriver tout à l'heure là à droite. Hein. Tu as vu déjà le poisson? Je l'ai vu, oui. À l'instant là. Regarde. Ouais, bien. Tu vas la voir, Salvatore. Hein. Elle l'a bien dans la bouche. Oui. Elle a bien... Le souci dans ce genre de pêche, c'est que quelquefois on les attrape par les nageoires. Mais là, elle l'a bien dans la bouche. Hein. Mais ça va, on sent qu'elle faiblit. Vas-y, tourne la canne vers la droite. Voilà. Et laisse faire l'élastique. Voilà, bien. Ouais, dans ce genre de technique, il faut absolument être à deux hein, pour épuiser. Hein. Parce que tout seul, là, on risque de détériorer la canne. Elle monte. Peut-être le moment d'enlever un brin. Oh là, quand elle fait comme ça, elle est battue. Hein. Voilà, elle commence à bâiller. Allez, on va là. Ah, tu vois? Non, bouge pas. Tu vois qu'elle n'est pas morte. Hein? Elle est encore pas faite. Allez, le premier poisson de la journée. Il nous le faut. Hein?
Essaye de lui faire tourner la tête. Voilà, là, elle va monter et je vais la prendre. Voilà. Ça y est, c'est fait. Bravo. Bravo Salvatore. Tu vois que tu apprends vite. Oh là, ouais, c'est plus que 10 kilos. Je pense presque 12. Oh, c'est un super poisson. Un bel écaillage, une commune. Ce sont les poissons les plus combatifs. Bon, elle n'est pas monumentale, mais elle fait bien. On va peser, mais je pense pas loin de 12 kilos. Hein. Elle n'est pas contente. Hein. Bon alors, Salvatore, tu peux préparer le tapis. Christophe, il faudrait mouiller le tapis, s'il te plaît, pour éviter de l'abîmer. Largement. Oh là là. Là, on prend un bain de pied. Allez. Oh, c'est 12 kilos. Ouais, 12 kilos. Largement 12. Christophe, mouille le tapis, s'il te plaît. Voilà. Très bien. Oui, ça c'est très important pour le bien-être de la carpe. S'il n'est pas mouillé, on risque de lui arracher le mucus. Hein. Oh oui, un beau poisson. Belle commune. Ah, elle est bien mangée. Hein. 10 kilos. Hein. Bon. 12 kilos, je pense. Mouille-la, comme ça, le voit en même temps. Alors, on peut parler là? Vas-y, tu dis. Bon, donc j'enlève l'hameçon avec le doigt, pas besoin de dégorgeoir puisque l'hameçon sans ardillon. N'a pas d'ardillon. Hein. Voilà. Vous voyez? On va le peser. Salvatore, déjà, soulève-le, je vais enlever l'épuisette. Tu le remets, tu le reposes. Juste enlever ça pour l'instant. Oui, attention. Oh là là là, oh là là. Vas-y, vas-y. Voilà. On enlève l'épuisette. Alors, pour la peser, d'abord, on va mouiller, pareil que pour le sac. Hein. Il faut que pour le tapis, il faut mouiller le sac avant de la mettre dedans. Voilà. Toujours pour le respect du poisson. Hein. Et bien évidemment, on va le remettre à l'eau. Hein. Oh là là, c'est la joie. Bon ben là. Christophe, tu peux me passer le pesant, s'il te plaît? On va le tarer, c'est-à-dire on va enlever le poids du... Voilà, par le petit bouton qu'il y a sur la gauche, voilà. Jusqu'à se mettre l'aiguille à zéro. Dans l'autre sens, Christophe. Voilà, encore un peu. Voilà, stop. Donc maintenant, le poids du sac est enlevé. Vas-y. Voilà. Et maintenant, Salvatore, à toi l'honneur. Tu dois tenir le pesant. Merci. Tiens, tu le mets là, face au caméraman. Je vais t'annoncer la sentence. Et tiens, vas-y, lève. Qu'est-ce que tu fais? Lève là. Comme ça. Fais comme ça. Allez. Allez. Alors, combien vous voyez? Allez. Je pense 12 kilos. Allez, on va dire 11,2. 11 kg 200. 11 kilos 200. Oh là là. Très bien. Parfait, Salvatore. Cheese. Bien. Allez ma chérie. On va oxygéner tout doucement. Il faudrait que tu la gardes encore un peu là. Tu la fais aller et venir. Ouais, elle va repartir, c'est très très. Puis elle va te partir des mains toute seule. Attention. Eh ben, laisse-la partir, vas-y. Allez. Tout doucement. Allez. Oxygène-la encore un peu. On va la garder dehors un moment quand même. Hein. Voilà. Donc il faut absolument bien l'oxygéner. Déjà, il faut absolument avoir un tapis de réception. On a pris ça aux carpistes. Des grandes épuisettes. Un tapis de réception pour ne pas la poser à même le sol. Et puis ensuite, elle repart doucement. Et voilà, ça y est, elle part très doucement. Voilà, parfait. Allez. Bye bye. À la prochaine. Bella. Bravo, Salvatore. Merci. Ah. Bravo. Superbe. Merci Gérard. Des conseils. Je t'en prie. Merci Christophe. J'espère qu'on va en prendre d'autres. Maintenant, je vais vous montrer avec quelle lèche j'ai pris ce beau poisson. Alors, il s'agit d'un panaché de maïs et d'asticot. Le premier maïs enfilé, vous voyez, comme ceci.
un deuxième maïs piqué à l'envers. Avec 2 asticots piqués vraiment avec l'extrémité pour piquer simplement la peau pour ne pas tuer l'asticot. Vous voyez, comme ceci. Un deuxième. Voilà. Comme vous remarquez, l'asticot bouge. Et voilà la présentation de lèche de ce beau poisson. Le record de ce plan d'eau, 23,4 kg pour l'instant, à la canne. Donc pour ça, il va falloir mettre des élastiques spéciaux. Hein. On va mettre 2,1 dans la canne sur 4 éléments. 2,1. Ouais, c'est les plus gros élastiques qui existent actuellement dans le commerce. Bon alors, on va procéder à ce montage donc sur 4 éléments. Donc voilà. 4 éléments de. Ça va faire environ 4 mètres d'élastique. Sachant qu'en plus de ça, sur ce genre de canne, l'élément de tête est double. Hein. Donc ça équivaut à un kit normal de 5 bouts. Sur des grosses déformations de la canne, sur des grosses tractions pour des gros poissons, pour que l'élastique continue à sortir de façon sans aucune gêne, il faut utiliser une tulipe qui a un diamètre intérieur équivalent à 1 fois 0,5 le diamètre de l'élastique. C'est-à-dire que pour un élastique de 2,1, on va utiliser une tulipe de 3, quelque chose. Hein, donc c'est la jaune, la tulipe jaune. Hein. Donc je te laisse faire. Donc je continue un petit peu l'explication. Si on avait à utiliser un élastique de 1,8, on aurait mis une tulipe de 2,7 minimum. Pour un élastique de 1,6, on aurait mis une tulipe de 2,4 minimum. Voilà. Bon, je sais pas comment tu fais toi, mais moi j'ai pris par habitude de jamais les coller. Non, on ne la colle pas, non. Voilà, bon, non, là elle a été coupée pour que ça aille juste, donc il n'y a pas de souci, ça va. Là ça tient. Très bien. Ok. Superbe. Voilà. Bien ajusté, ça tient très bien sans être collé. Bon, on va passer au montage de l'élastique. Voilà. Alors, l'élastique de 2,1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, déjà, une petite particularité de montage, c'est qu'on va le monter à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer par la base de nos 4 éléments. Hein. On va commencer par le plus gros bout. Hein. Parce que je vais tresser la partie basse pour augmenter sa puissance. Sur environ 60 cm, je vais le doubler. En fait, ça va doubler le diamètre de l'élastique. Sur la base, oui. Sur la base. Donc, quand la tête sera finie d'être sollicitée, il restera encore de la réserve de puissance sur 60 cm parce qu'il sera doublé. Donc, pour ça, je prends environ 1,20 m d'élastique que je tiens fortement entre le pouce et l'index de la main gauche. Et avec l'autre main, je vais la rouler sur ma cuisse. J'arrête. Je tiens avec mon doigt pour que ça ne se déroule pas à l'envers. Et je fais le mouvement 3 ou 4 fois pour tout vriller cette chose. Voilà. 3 et 4. Ah ouais, voilà. Okay. Ensuite, je tends les bras, je la cintre. C'est pas bien esthétique, mais enfin bon, il n'y a pas d'autre moyen. Avec la bouche. Et je fais l'amorce du vrillage. Et voilà. Ah ouais, c'est mon vrillage qui est parfait, bien centré, sur environ 60 cm. Donc là, on se retrouve avec une double épaisseur d'élastique. Double épaisseur d'élastique qui va se mettre à travailler quand la tête de l'élastique aura fini de travailler sur vraiment des très gros poissons. Il nous restera encore ici un peu de puissance. Une réserve de puissance. Une réserve de puissance. Ok, très bien. Bien, alors ensuite, pour arrêter ça, bien évidemment, on ne va pas laisser le pouce et l'index. Hein. Donc un nœud, tout simple. Un seul. Hein. Donc voilà. Une grosse chose et qu'on ramène avant de serrer le plus proche possible pour pas perdre de cette tresse. On la ramène, on la ramène. Et voilà. Bon, il suffit de couper la partie sur densitaire, là voilà, tac.
On récupère toujours pour pas polluer. Bien, alors voilà. Donc la partie basse de mon élastique est faite. Maintenant, on va mettre 60-70 cm de tresses qui vont être reliées à la canne et qui vont avoir un double effet. C'est de pouvoir donc relier l'élastique à la canne, ensuite d'accepter le brin suivant de la canne, j'expliquerai ça après, et troisième chose, de pouvoir jouer sur la tension de l'élastique en cours de pêche. D'accord, ok. Donc voilà, par l'intermédiaire du Kevlar que la tresse Kevlar, bloqué. Que l'élastique va être bloqué sur la canne, oui. D'accord, ok. Hein, donc si tu veux bien me couper 60-70 cm d'une tresse d'environ 30 mm de diamètre, 30 centièmes de diamètre, pardon. Voilà. Voilà, très bien. On va... Je fais une boucle donc? Non, non. On va faire un nœud style nœud cuillère. Je tourne l'élastique sur lui-même. Ça fait tourner la tresse. Je passe ensuite la tresse dans le trou et je tire. Et c'est fini. Bon, là aussi, on va couper ce qui dépasse. Hein. Pas la peine de le laisser. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on va faire une boucle qui va nous permettre de l'arrêter sous le ruban adhésif qu'on va mettre après et qui va aussi nous permettre à passer le doigt dedans et pour jouer avec la tension de l'élastique. Boucle toute bête. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, il faut dévider la bobine complètement, vu qu'on passe à l'envers dans la canne. Voilà, et on va donc chercher le quatrième élément et on va le passer par la base. On va l'arrêter avec du ruban adhésif. Christophe, si tu veux bien me passer le rouleau. Alors on enfile l'intégralité de l'élastique dans ce quatrième élément. Voilà. Rien que la densité d'élastique nous permet de le faire avancer facilement. Voilà. On en arrive à la tresse. Donc la tresse, on la rentre intégralement aussi. On va laisser sortir juste 5-6 cm après la boucle. Voilà. Tout ce qui est dans la canne va nous permettre de jouer avec le réglage et la puissance de l'élastique. Voilà. Christophe, si tu veux mettre donc le ruban adhésif là. Voilà, 2 tours suffisent. Hein. Pas de problème. Donc, par la suite, on va pouvoir jouer sur la tension de l'élastique tout simplement en tirant sur le Kevlar. Ok, pour tendre ou détendre l'élastique. Pour tendre ou détendre l'élastique. Voilà. Donc ensuite, il faut faire passer dans l'élément numéro 3 et ainsi de suite jusqu'au bout de la canne. Donc voilà, tu fais pareil. Voilà, il est sorti de l'autre côté. Et toujours pareil, par le plus gros bout jusqu'au plus petit. Et voilà, c'est fini, c'est passé. Alors maintenant, tout en tenant bien l'élastique, sinon il va rentrer, on va tout simplement emboîter les éléments. Voilà. Christophe, tu vas m'aider pour aller plus loin. Merci. Bien, alors maintenant qu'on a fini d'emboîter, on s'aperçoit que l'élastique est trop long. Donc on va le couper. Alors pour ça, Christophe, si tu veux bien m'aider, voilà. 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 Donc, pour le couper, on va le prétendre environ 20 cm. Hein, mon expérience, une vingtaine de centimètres, sachant qu'on n'oublie pas qu'il nous reste 60 cm de tresse là-bas pour augmenter la tension éventuellement en cours de pêche. Donc voilà, je fais rentrer l'élastique complètement, non tendu, et ensuite je tire environ une vingtaine de centimètres, je bloque et je coupe. Tout bêtement. Bon, bien évidemment, à ce moment-là, il ne faut pas lâcher. Hein. Sinon, le travail, il faut le refaire à l'envers. Hein. Voilà. Donc là, on ne va pas faire la démonstration d'un connecteur, tout le monde sait monter ça.
L'autre système est un nœud, c'est celui que je vais vous montrer tout de suite. Hein. D'accord, ok. Directement un nœud avec des élastiques. Donc pour ce faire, il faut, tiens Christophe, si tu veux me couper 3 petits bouts d'élastique d'environ 10 cm, 12 cm, 10-12 cm, voilà, voilà. Et 3, voilà. Donc ces 3 bouts d'élastique, je les positionne sur mon élastique de base, qui sort de ma canne. Okay. Et ensuite, j'effectue un nœud. Donc je le mets en tension pour pouvoir faire le nœud. Je passe autour de mon doigt et je noue. Voilà. Le nœud est serré. Ensuite, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper les bouts sur densitaire. Qu'est-ce que tu veux m'aider à tenir? Voilà, merci. Donc là, on laisse environ 1 cm. On laisse environ donc 1 cm. Voilà, on récupère les bouts, on ne les laisse pas traîner. Et de l'autre côté aussi 1 cm. Et voilà, le nœud est fini, le nœud de raccord est fini. Donc là, j'imagine qu'on ne va pas ranger le kit comme ça entier dans le fourreau. Là. Ah non, bien évidemment, là, ça ne va pas pouvoir faire. Donc il va falloir qu'on le déplie, c'est sûr, il y a une petite astuce. On va le plier, on va enlever élément par élément et on va les mettre tête bêche. C'est-à-dire qu'on enlève là et on le replie sur lui-même. D'accord, ok. Donc, là, il y a une autre petite combine. On va mettre un petit cavalier ici, hein, qui va nous permettre enfin tout du moins qui va éviter de couper l'élastique sur les bords de la canne pendant le rangement. Hein, c'est ni plus ni moins qu'un U avec une gorge. Donc on va positionner l'élastique dans la gorge et les 2 extrémités du U dans chaque élément de la canne. Et voilà. Voilà. Parfait. On fait encore une fois là. Voilà. Et voilà notre kit plié complètement. Donc ensuite on le resserre et bien évidemment on le met à l'intérieur d'un tube. Hein. Parce que si on laisse les éléments comme ça dans le fourreau, il va arriver des malheurs. Donc on met l'ensemble dans un tube et le kit est séparé de la canne. Voilà, tout simplement. Par rapport à un élastique normal sur un seul brin, si on reste dans la canne, là il sera dans un tube séparé. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Bon, tant qu'on est là, je vais te faire voir le nœud de raccord. Hein. Donc, je vais chercher une bobine, peu importe, le diamètre. Alors, sur la ligne, tu vas faire une immense boucle, d'environ une dizaine de centimètres. Voilà. Avec un nœud un peu particulier. Plutôt que de rentrer là et ressortir là d'une façon classique, on fait une fois le tour. Et on re-rentre à l'intérieur. Pour avoir un nœud en 8, comme ceci. 2 à 3 fois plus résistant qu'un nœud classique. Comme tout nœud, on va le mouiller un petit peu pour éviter l'échauffement au moment du serrage. Voilà. Et là, tu peux constater que c'est bien droit. D'accord. On va couper tout de suite le surplus. Voilà. Bon, jusque-là, rien de bien particulier, hormis ce nœud en forme de 8. On va ensuite faire sur la boucle, sur la grande boucle, une toute petite boucle en tête qui va nous servir à détacher la ligne le soir sans la couper. Donc là, on peut faire un nœud classique. C'est recommandé de passer 2 fois. On passe 2 fois. Voilà, et on va serrer là un nœud classique. Hein. Il a aucun effort celui-là. Hein. Mais par contre, on va le faire 2 fois pour pas qu'il avance. Voilà, donc on se retrouve au bout de notre ligne avec donc une grande boucle et une petite boucle en tête. Très bien. Voilà. Ensuite, on va faire un nœud coulant à partir de la grande boucle. C'est-à-dire qu'on va reprendre la ligne, on va la remonter sur elle-même et on va venir passer dans la grande boucle. Comme ceci. Voilà. Dans la grande boucle. Très bien. Et c'est là
qu'on va venir tirer, passer l'élastique et on va serrer. Ah oui, d'accord. Ça fait un nœud coulant. Ça fait un nœud coulant. Et le soir, quand on a fini, okay. il suffira de tirer là-dessus et le nœud se défait et on peut l'enlever de la ligne. Voilà. Donc voilà, on va le faire sur l'élastique. Alors, le principe de ces bouts, c'est ces 3 bouts qu'on a mis en plus sur l'élastique. Bon, c'est pour faire un nœud plus gros pour que ça ne rentre pas, ça on l'a vu, et aussi pour pouvoir serrer ce nœud, celui-là, là, non pas uniquement sur l'élastique, mais sur l'élastique et 2 petits bouts. D'accord. On garde le 3e comme ardillon pour que ça n'avance pas vers l'avant. Donc on va serrer là au milieu. Pour éviter que la ligne sorte. Pour éviter que la ligne sorte. Le 3e est pour éviter que la ligne sorte. En action de pêche, voilà. Donc on va serrer le nœud, comme on le voit ici, sur l'élastique qui sort de la canne, et sur deux élastiques là. Une épaisseur supplémentaire. Pour faire une épaisseur supplémentaire pour que ça coupe moins cet élastique là. Et on garde celui-ci comme ardillon, que la ligne ne sorte pas vers l'avant. Je finis le serrage. Donc là ça coulisse. Voilà, le serrage est fini. Ah, génial. Ce soir, tu n'as plus qu'à tirer là-dessus. Et ça se redéfait. Et par contre là, on peut tirer très fort. Le ferrage est instantané là. Oui, et surtout, c'est il n'y a rien. Il n'y a pas d'angle de rupture. Il n'y a rien qui se coupe. Il n'y a rien qui risque de couper. Hein, voilà. Et là, c'est très résistant. Ah mais c'est clair, il y a un poisson. Je ne sais pas si on va arriver à le faire mordre, mais il y en a un, c'est clair. Ah, c'est incroyable, hein. Se méfie. Hein. Incroyable, hein. Tant qu'il y a eu des bulles, pas moyen de le faire mordre. Quand elle n'est pas très grosse ou elle est gentille, pour l'instant elle a sorti l'élastique, mais ouais, j'ai l'impression que j'arrive à la... On va voir. Hein. Aïe aïe aïe, j'ai parlé trop vite. Oh là, tu as une douzaine de mètres d'élastique dehors. Là, je te jure que je lui tire dessus. Hein. Je veux pas la laisser partir là-bas. J'ai plus de 10 mètres d'élastique. Regarde la valeur de la canne. Mais bon, pour l'instant, elle fait un combat assez gentil, lourd. Mais bon, par contre, là, si elle rentre, là, je suis obligé de reculer. Je suis obligé de reculer parce que sinon, ça ferme l'angle de la canne. Et là, ça devient dangereux pour la canne. Voilà. Une position que j'affectionne particulièrement. Voilà, comme ça on est assis sur la canne en même temps et ça t'aide à tenir. Je sais pas. Tu n'as pas fait son rush encore, non? Je sais pas, franchement, au début j'ai cru que c'était petit. Et puis là, il me fait une vie là, je sais pas ce qu'il fait là. Il revient. Mais bon. J'ai quand même une dizaine de mètres d'élastique dehors. Hein. C'est incroyable. Tant qu'elle fouillait par terre, elle ne mordait pas. Ouais. Incroyable. Plus de fouille, boum, piqué. D'un seul coup, j'étais en train de... Je t'ai dit, ça brasse plus, il n'y a plus rien. C'est quand même une histoire de fou, ça. Hein. Traction de la carpe plus compression, je dis toujours pour faire rire tout le monde, égale explosion. Et souvent, on a eu des casses ici, sur les derniers éléments, parce qu'on les serrait trop. On était angoissé d'essayer de prendre ce poisson. Et ça sert à rien de le serrer, il suffit simplement de tenir là. Hein. Ça c'est important. Ça c'est pareil aussi pour les kits. Hein. Oui, bah oui. Les petits talons. Hein. L'élément que tu as dans la main. L'élément qu'on a dans la main. Et pour pas casser la canne, il ne faut pas vouloir déboîter trop vite. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu le poisson, tant qu'on ne l'a pas fait bailler, tant qu'il n'est pas en surface, il ne faut pas déboîter. Il vaut mieux reculer. Parce qu'à tout moment, elle peut donner un rush.
Et à ce moment-là, si on a déjà déboîté, qu'on a des petits éléments dans la main, on n'a plus l'action complète de la canne et là on a des casses. Ça, c'est vraiment la position pour se reposer un peu. Mais bon, il faut être prêt à se lever vite si elle démarre. On pourrait tirer moins, la laisser faire plus, mais à ce moment-là, les combats dureraient trop longtemps, quoi, hein. Là, il faut essayer d'être toujours à la limite de la puissance du matériel que tu utilises. Limite de la canne, limite de l'hameçon, limite de la résistance du nylon et de l'élastique pour la fatiguer le plus vite possible. Ouais. Autant c'est pas lui qui doit commander. Autant que faire se peut, mais des fois... Je pense que c'est un poisson qui fait au moins 10 kg, c'est sûr, mais... Tu as vu déjà, Christophe? Ah oui, oui, oui. Oh, oui, oui. C'est un poisson de... C'est une belle miroir. Elle est bien prise par la bouche. Regarde ça, le repart, hein. Regarde là. Elle ne peut pas monter, hein. Un peu d'oxygène. 0,5. Non, 0,5, oui. 0,5, oui, avec 22 centièmes direct et un hameçon de 8. Et un bout de pain. Dès l'instant où la mie de pain est immergée dans l'eau, elle prend quasiment la densité de l'eau et sur le fond, elle n'a plus de poids naturellement. Et elle est blanche. Donc quand la carpe passe, ça fait bouger l'eau bien sûr parce qu'elle est grosse et en même temps, elle fait bouger cette mie de pain. Et c'est attractif parce qu'elle bouge et parce qu'elle est blanche. Elle n'est pas d'accord, hein. Pourtant, je vais la relâcher. Je la mangerai pas. Ah, c'est bon, Gérard. Non, non. Pas encore. Quand elle va remonter, là peut-être. Ouais! Bravo! Ça y est, elle y est. Oh là là. Oh oui. Oh oui. Allez. Allez. Hein? Allez. À toi l'honneur, GG. Attention. Là, une main sur les yeux pour éviter de la... Regarde, bien piqué. Bien piqué, juste par le bout. Regarde. Et la taille de la bouche. Regarde. Ouais. C'est vraiment impressionnant. C'est un hameçon vraiment minuscule, hein. Voilà. Tu l'enlèves l'épuisette, parce qu'elle s'abîme. Voilà. On a mouillé bien sûr l'intérieur du sac. Moi j'aurais préféré la refaire la Voilà. Minute de vérité. Mais moi je pends le crochet. On vit entre 16 et 17. Non, non, non. Non, pas tant que ça. Moi je dis... Non, non, elle fait 15 kilos. Tu vois pas. Non, moi je dis... Non, je dis 18 kilos. Non. Regarde. 18 kilos Ah 200. Oh, bravo. 18 kg 200. Alors là, bravo là. Ce caméraman, 18 vite, je peux kilos plus. C'est bon, je la repose. L'avantage de ce tapis, Oh là là là. c'est qu'elle saute. Oui, tombe pas dans l'eau surtout. Enlève le tapis, ça. Allez, ma cocotte. 18 kilos. 18 kg 100. Ne commence pas à me voler. 200 j'ai dit. 200, pardon. Allez, ma cocotte. Combien de combats? 45 minutes? À peu près 45 minutes. Elle est aussi fatiguée que moi, hein.
qui reste sous le ventre et elle va partir quand elle se sent. Et voilà. Salut. Part tout doucement. Tranquille, ma mère. Bravo. Bravo, bravo. Merci pour ces sensations. C'est pas fini, c'est pas fini. On en prendra l'autre. Alors une des premières opérations et une des plus importantes, c'est le sondage. D'ailleurs comme dans toutes les autres pêches. Hein. Donc pour se rendre compte de la configuration du fond et pour trouver la place optimum pour mettre l'amorce. Alors pour ce faire, on additionne une sonde au bout de l'hameçon. Voilà. Et on va se positionner sur le coup pour voir la profondeur. Si le flotteur n'est pas assez près du sommet de la canne, eh bien on ne va plus le voir, tout simplement. Et si c'est l'inverse, il va trop dépasser de l'eau. Donc mon hameçon repose de 2-3 cm sur le fond. On va commencer la partie de pêche comme ça. On verra par la suite s'il faut traîner un petit peu plus, on en rajoutera. Voir s'il faut pêcher décollé, on en enlèvera. Mais là on a juste le fond de base, hein, traîner 4 ou 5 cm sur le fond. Bon, en attendant les premières touches, je vais vous montrer l'épuisette. Là aussi, on utilise une épuisette un petit peu particulière pour un pêcheur au cou. L'épuisette qu'on a empruntée aux pêcheurs de carpe. Oh, un filet, une tête donc relativement grande, 1 mètre d'envergure. Voilà. On va mettre ça sur un manche, environ 1,80 m. Monobrun. Il est évident que pour épuiser ce genre de poisson, il faudra être deux. Hein. Le premier avec la canne, l'autre avec l'épuisette. Une petite particularité, pour ne pas avoir à soulever un poids important, un petit flotteur a été additionné à ce manche qui va permettre de poser l'épuisette dans l'eau et qu'elle flotte légèrement. Voilà, donc on la met en œuvre. Voilà. Voilà l'outil. Bon, je vais essayer de vous montrer les différents appâts qu'on utilise hein, pour léchage de l'hameçon. Et puis les différentes façons d'accrocher chacun de ces appâts, puisqu'ils ont chacun leur particularité. Alors toujours sur un hameçon identique, hein, numéro, là en l'occurrence un numéro 10. On va commencer par les asticots. Hein. Il reste quand même un grand top pour nos amis les carpes. Hein. Donc, le premier, je vais l'enfiler de façon à ce qu'il remonte sur la hampe de l'hameçon. Et on va en rajouter 3, 4, 5, 6. Alors, il y a un truc qui est bien de faire, c'est d'essayer de piquer en fait un minimum de peau sur l'asticot, de façon à ne pas le mutiler, de façon à ce qu'il puisse toujours remuer un maximum. Voilà. Là, on va regarder le léchage d'un granulé, d'un pellet mou ou soft. Le léchage va s'effectuer un petit peu comme un appât animal, c'est-à-dire qu'on va rentrer l'hameçon et le faire pénétrer à l'intérieur du pellet. Voilà. Toujours dans un souci de bien dissimuler l'hameçon dans l'appât. Alors on peut en enfiler un, on peut en enfiler deux. Alors, un pellet ou un granulé dur. Voilà. Alors là, bien entendu, planter un hameçon dedans serait quasiment impossible. On risque de l'éclater. Donc il existe maintenant des petits œillets en latex, comme ceci, latex ou silicone, de différentes tailles, qui permettent en fait d'accrocher le pellet dessus et de venir fixer l'hameçon dans le micro-œillet qui se trouve à la pointe ici. Alors là on a un montage type cheveux hein, qui permet au poisson en fait d'aspirer l'appât sans ressentir le poids de l'hameçon. Là
c'est vraiment un tout nouveau produit. C'est en fait du granulé, du pellet à modeler. Alors là c'est intéressant dans le sens où on peut effectuer des formes un petit peu différentes, un petit peu plus irrégulières, de façon encore une fois à tromper des poissons qui arrivent sur un lit de granulés comme ça. Et au milieu, ils vont peut-être, on va essayer de leur faire trouver un pellet qui va avoir une forme un peu bizarroïde, un peu plus gros, de façon encore une fois à essayer de piéger un poisson. On va utiliser bien entendu un œillet un petit peu plus gros. Voilà. Et là, on va utiliser ce petit appareil tout simple là qui permet de bien écarter l'œillet. On vient mettre l'appât ici. Okay. Et on fait passer l'œillet par-dessus. Pour réemprisonner l'hameçon. Voilà. Le pain maintenant. Alors le pain reste un des appâts très prisés des carpes, hein. D'ailleurs de tous les cyprinidés. Hein. Alors toujours laisser bien le pain à l'humidité, hein. Donc sous une serviette bien humide, bien détrempée, sans bien sûr qu'il trempe dans l'eau. Hein. Okay. De façon à lui aussi pouvoir après le modeler aisément. Voilà. Donc là j'ai pris un morceau de pain comme ça, hein, un morceau de sous-croûte, ce qu'on appelle, hein, pas la croûte, pas la mie, que je vais replier comme ça en deux, en le pétrissant un petit peu. Voilà, de façon à ce qu'il soit bien compact. Je vais planter mon hameçon une première fois dans un sens. Ok, faire ressortir, le retourner et le planter une deuxième fois. Voilà. Bien refaire sortir la pointe. Après encore une petite action de modelage. Voilà. Ça permet à l'appât de rester plus longtemps sur l'hameçon. Puisque une fois dans l'eau, en fait, le pain va vraiment s'ouvrir et faire un appât en fait très léger que les carpes pourront aspirer vraiment sans aucune difficulté. On peut utiliser ce qu'on appelle maintenant les boosters. C'est une base huileuse avec différents attractants dedans. Et donc une fois au contact de l'eau, les différents produits contenus dans ce liquide vont, grâce à un émulsifiant, vont se diluer, vont diffuser dans l'eau et éventuellement tenter une carpe. Ça y est, je suis pendu. Ah. Bravo Salvatore. Oula, un esturgeon. Ah, t'as vu le saut qu'il a fait? C'est super, super. Oh là 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 là. Faites... Aïe aïe aïe, décroché. Oh. Pendu. Vite, vite, Salvatore. Bravo. Il va falloir un bout, voilà. Ouais. C'est bon, elle revient, Christophe. Je pense pouvoir dire qu'elle fait plus de 2 kg. Là, je pense que tu t'avances pas trop, là. Bon, je suis prêt.
bien content d'avoir mis un élastique neuf ce matin. Je pense que c'est un poisson lourd. Les poissons plus petits, ils sont plus jeunes, ils sont plus vifs, ils vont de droite et de gauche. Là, on sent que c'est lourd, que c'est par terre. Enfin, je sais pas, c'est pas moi qui la canne, mais il me semble que c'est... Là, c'est vraiment que du bonheur. Là. Tu vois un peu que c'est... Ouais, ça vaut le coup d'attendre quelques heures. Hein. Quelques paires d'heures parce que franchement, là, c'est chargé d'adrénaline. Hein. Attention. Vaut mieux qu'elle aille là que là-bas. Hein. Là, pour l'instant, c'est tout bon. Ouais, t'as 8 mètres d'élastique dehors, on en vient de voir le flotteur. Tu gagnes du terrain. Bon, on a eu des combats qui ont duré jusqu'à 1h30. Hein. Et même plus, 1h58 le pire. Allez, pas près de se rendre. Imagine l'image que j'ai Gérard devant moi là. Toute ma vie je vais m'en rappeler, regarde. J'ai ma canne qui est arc-boutée au maximum, avec un poisson extraordinaire. Et la chaîne et devant moi la chaîne de montagne qui me fait tant rêver à chaque fois que je viens à Grenoble, te voir. Elle t'a repris du terrain là. Hein. Incroyable, après 30 minutes de combat, elle gagne encore du terrain. Tu vois un peu? C'est jamais fatigué ces poissons-là. Hein. Ah, tu devrais avancer un peu parce qu'elle te prend au large. Hein. Ouais. Parfait. Ouais, c'est une belle commune, ouais. Elle est quasiment orange. Ah oui, oui, très belle. Dès qu'elle arrive en surface, tu mets la canne complètement à l'opposé de sa bouche. Ça la fait tourner, elle boit et théoriquement on devrait la voir. Voilà. Voilà, là je pense que ça va être bon. Essaye de la faire tourner dans l'autre sens et là elle va boire. Mets la canne là-bas, ça va la faire boire. Vas-y, 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 elle va venir toute seule. Vas-y, vas-y un peu. Et voilà. Yes. Allez, elle est orange. Super poisson. Il faut mouiller le tapis. Et on va l'amener là-bas. Alors, je défais l'épuisette. Peut-être qu'il y aura sur l'hameçon encore mon... Je l'ai entreaperçu l'œillet, ouais. Ouais. Elle l'a bien sous le palais. Ah, Gérard, tu peux amener. Aïe. Ah ouais. Attends. Bouge pas. Oh oui. Gros poisson. Pense 12 kilos. Christophe, à toi l'honneur. Allez. Bravo. Bravo. Bravo, Christophe. Oh Merci, là François. là. Je tiens le fil. Christophe, soulève là. Que j'enlève l'épuisette. Qui s'est pris là. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Ah, ce poisson. Donc sur l'œillet, tu avais mis la patte. Voilà. Superbe. Ça fait comme un faux cheveu.
Regarde la bouche. Bon bah ça c'est encore une combine que j'ai copiée chez les carpistes. Hein. Ça oui. Tiens. Reste de l'eau. On va mouiller l'intérieur du sac. Tiens Christophe. Okay. Voilà. Parfaitement taré. Allez Christophe, à toi l'honneur. Quel poisson. À toi Christophe. Allez Christophe. Un dernier effort. Allez, le juge, c'est qui le juge? C'est toi, vas-y. Jusqu'au bout. Spectateur aussi. Faut te juger, hein. Ouais, ouais. 12 kg 600. 600. 600. 3 graduations. 12 kg 600. Ouais, bravo. Bravo. Hop, pardon. Bravo Christophe. Un de mes collègues carpistes l'avait déjà pris ce poisson-là. Laisse. Oh le Tiens. bébé. Ouais, bien. Voilà le tapis. Ça sert. Je te rappelle que la baignade est interdite. D'avoir une amère. Tu vas avoir une amende. Allez, on la remet à l'eau. Doucement. Quel poisson. Elle brille au soleil, elle est belle. Hein. Elle se venge là. Faut la lâcher là maintenant, Christophe. Faut qu'elle y aille. Elle est partie. Bah, ça y est. Eh ben voilà. Bien, ben cette journée se termine. J'espère qu'on vous aura convaincu qu'on peut prendre de très gros poissons avec des cannes sans mouliner. Mes collègues le sont. C'est difficile de les faire plier ce soir. À vous de jouer maintenant, à vos cannes. Armez-vous de persévérance, de patience. Et dès la première touche, vous comprendrez que c'est vraiment une pêche vraiment exceptionnelle. À bientôt.